Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Florent Vadel. Je suis ingénieur production chez Octapharma Lingolsheim et accessoirement doctorant en génie industriel. Donc, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, je le présente un peu en partenariat avec Ayoub, qui est mon tandem technique à l'université. Donc, ma thèse se fait en partenariat avec le laboratoire iCube de Strasbourg. Et je vais vous parler aujourd'hui de maintenance industrielle, donc je vais revenir un peu dans le sujet de la maintenance. Je vais vous parler de qualité et comme mon collègue plus haut l'a un peu spoilé, je vais aussi vous parler d'IoT. Merci Alexis. Voilà le plan que je vous propose. Donc je vais quand même rapidement introduire Octapharma pour vous montrer un peu qui on est, ce qu'on fait, le contexte réglementaire qui nous astreint. Je vais vous présenter un cas d'usage, une problématique de maintenance, la manière dont on essaye de résoudre cette problématique, et puis quelques perspectives. Donc alors Octapharma, peut-être que certains d'entre vous connaissent, on est une boîte de biomédicaments, donc on produit des médicaments à base de plasma humain, plasma qu'on fractionne, pour en faire des médicaments à destination notamment de la médecine d'urgence, mais pas que, pour corriger certains défauts de facteurs sanguins, pour traiter l'hémophilie B, certaines carences en immunoglobulines, etc. Voilà. On est à peu près 11 500 employés. On est largement présent autour du monde, donc dans 118 pays. 5 sites de production, 7 sites de R&D. Et donc l'un de ces sites de production se situe à Lingolsheim, en périphérie de Strasbourg. Donc on dispose de 2 sites. Un site de production, un site logistique, pour environ 780 employés. Et donc comme toute entreprise pharmaceutique, biopharmaceutique, produisant des médicaments à destination des médicaments sous forme injectable, et on est vraiment contraint par un contexte réglementaire qui est quand même assez contraignant. Voilà. Je vais vous en dire 2 mots. Donc, pour ce qui est de notre système qualité pharmaceutique, je vous ai mis ici une slide qui recense un peu toutes les étapes de production d'un médicament depuis le don de plasma jusqu'à la pharmacovigilance. Donc, le plus grand contraigneur en termes de réglementation chez nous, ce sont les bonnes pratiques de fabrication, donc les Good Manufacturing Practices. Donc on peut voir qu'à chaque étape du procédé, on a un good quelque chose, que ce soit practices, laboratory ou pharmacovigilance ou clinical. Donc nous, chez Octapharma Lingolsheim, on est spécifiquement contraint ici, donc à l'étape 3 et à l'étape 4. Donc que sont les bonnes pratiques de fabrication? Ce sont un ensemble de directives qui nous permettent d'assurer que le médicament produit présente la plus grande sécurité pour les patients, que la qualité soit constante, que le produit est exempt de toute contamination, que la traçabilité est totale, donc du don de plasma jusqu'à la mise sur le marché. Et enfin, les bonnes pratiques de fabrication nous permettent aussi, d'une certaine manière, de nous conformer à la réglementation et éviter les rappels de l'eau. Donc c'est un ensemble réglementaire qui régit la quasi-totalité de ce qui est fait sur un site de production, donc en partant du personnel jusqu'aux enregistrements et retours. Donc les Good Manufacturing Practices dispose d'un chapitre régissant la totalité de ce qui se passe sur notre site de production. Et pour ce qui est spécifiquement de la maintenance, alors il faut dire que paradoxalement, les bonnes pratiques de fabrication ne disent pas grand-chose sur la maintenance. La maintenance, elle est évoquée régulièrement de façon indirecte, quelquefois de façon directe. Donc je vous en ai extrait les principaux
les principaux paragraphes, hein, déjà traduits. Donc, on nous dit par exemple que les opérations doivent se dérouler dans des zones spécifiquement définies. Effectivement, quand on produit un médicament stérile, on le produit sous atmosphère contrôlée. Ce qui fait que la maintenance ne se déroulera pas dans les mêmes locaux qu'un local de production. L'équipement utilisé pour la production, notamment, doit être conçu de façon adéquate pour son utilisation, son nettoyage et sa maintenance, ce qui veut dire en sous-texte que la maintenance doit être intégrée de façon précoce dans la conception. Alors là, j'ai un paragraphe intéressant qui discute directement de la maintenance et qui introduit d'ailleurs un peu le sujet de la maintenance systématique. Hein. Donc les bonnes pratiques de fabrication nous disent que les maintenances doivent se faire à intervalles appropriés pour éviter la contamination, la sécurité, enfin tout ce qui pourrait altérer la sécurité, l'identité, la pureté du produit. Et enfin, évidemment, tout doit être procéduré, tracé, compilé. Ce qui fait que, je reviens un peu à cet aspect un peu paradoxal, les GMP nous disent le quoi, mais pas le comment. Ce qui est d'ailleurs de nature à poser certains problèmes d'un point de vue interprétation. Donc, chez Octa Pharma Lingolsheim, tenant compte de toutes ces contraintes réglementaires, naturellement, le plan de maintenance le plus répandu, c'est le systématique. Voilà, nous faisons énormément de systématique. Et évidemment, en parallèle, nous faisons en complément une maintenance corrective, puisque, comme vous l'avez introduit plus tôt, le systématique ne résout pas tous les problèmes. Loin de là, d'ailleurs. Maintenant, je vais vous présenter un cas d'usage, un vrai cas d'usage, donc une problématique de maintenance que nous rencontrons actuellement chez Octa Pharma Lingolsheim, et qui est une grande partie de mon sujet de thèse, d'ailleurs. Donc, je vais vous présenter un équipement qui n'est pas couvert de façon optimale par la maintenance systématique, ce qui est notre défi. Voilà. C'est la vanne à membrane pneumatique. Alors, qu'est-ce qu'une vanne? À l'origine, c'est une sorte de robinet amélioré, hein, rien de bien méchant. Ça permet d'autoriser ou d'interdire la circulation d'un fluide d'un point A à un point B, donc c'est un équipement à l'origine relativement basique. Seulement, tenant compte de nos contraintes réglementaires, l'équipement utilisé sur une ligne de production biopharmaceutique ne doit pas relarguer de particules dans le produit. On doit pouvoir la maintenir de façon à ne pas impacter la qualité, la pureté, etc. du produit. Voilà. Donc, les fabricants ont conçu un robinet amélioré qui soit compliant avec les bonnes pratiques de fabrication. Donc, on a un équipement tout inox. Voilà, autoclavable, c'est-à-dire qu'on peut le désinfecter à la vapeur. Donc on part du corps de vanne, hein, qui est... Il y avait un pointeur? Bon, c'est pas grave. Je vais le prendre là. Voilà. Donc on part du corps de vanne, hein, donc c'est là-dedans que transite le fluide. Pour permettre l'autorisation de la circulation du fluide, on a une membrane, hein, qui est ici, qu'on voit en coupe. Voilà. On a un actionneur, c'est une vanne à membrane pneumatique, donc l'actionneur est gonflé à 6 bars pour permettre de tirer la membrane vers le haut, autorisant ainsi la circulation du fluide dans la vanne. Et comme le process est automatisé, on a un indicateur de position qui permet de dire à l'automate « je suis ouvert, je suis fermé ». Voilà. Je vous ai mis un petit schéma du principe, voilà, pour mieux comprendre un peu en coupe. Hein. Donc là, la vanne est fermée. L'actionneur est dégonflé, il n'y a pas d'air dedans. Donc la membrane est mécaniquement plaquée contre le siège de vanne qui est ici. Et à l'inverse, à l'ouverture, l'actionneur est gonflé, donc la membrane est tirée vers le haut et elle permet le passage du fluide dans le corps de vanne. Dans notre cas d'étude, la principale pièce d'usure, du coup, c'est la membrane. Donc la membrane, elle est en deux parties. Hein. On a une partie EPDM, qui est une partie caoutchouc, hein, vissée directement à l'actionneur, donc celle-ci ne nous pose pas de problème. Par contre, on a une deuxième partie qui est PTFE, donc c'est un élastomère, une membrane plastique
qui a l'avantage d'être inerte par rapport au produit. Donc comme elle est en contact avec le produit, elle est critique de plus. Mais elle nous pose certains problèmes dont je vais dérouler la suite. Donc on a deux modes de défaillance principales, hein. La première, le premier mode de défaillance de ces membranes, c'est naturellement l'usure progressive de la couche PTFE. Donc au fur et à mesure des actionnements, la partie plastique se détend. Donc j'ai mis avec les flèches rouges, on voit apparaître sur les zones de contrainte un cercle blanc, hein, qui a tendance à s'épaissir au fur et à mesure des actionnements. Donc qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une fuite interne du produit dans le corps de vanne, hein, enfin pardon, excusez-moi, dans la tuyauterie. Tout simplement puisque l'élastomère, une fois qu'il est suffisamment détendu, avec un peu de pression, ça permet le passage du liquide. Ce qui est un problème dans les lignes biopharmaceutiques, puisque nous nettoyons nos lignes de production, et donc une fois qu'elles sont nettoyées, elles ne doivent plus être contaminées. À l'inverse, le fait de creuser l'élastomère, ça permet de créer des zones de rétention du produit, donc qui sont difficilement accessibles au nettoyage, ce qui est un autre problème. Et puis à terme, évidemment, l'usure amènera à la rupture de cette couche PTFE, qui est notre deuxième mode de défaillance. Donc la rupture brutale de la couche de PTFE, on la voit ici, hein, donc ça a claqué d'un coup. Généralement, elle est liée par un montage non conforme, donc un problème lié au personnel essentiellement, hein, qui a trop serré, pas assez serré, ou monté de façon à l'envers, comme on dit chez nous. Par contre, c'est aussi la cause terminale de l'usure naturelle, hein. Et alors là, par contre, quand ça claque à ce niveau-là, le problème, c'est que le produit va se mettre à fuir par l'actionneur. Et donc, quand on travaille avec des produits à très forte valeur ajoutée, le fait de perdre du produit traité, c'est aussi un problème. Donc, pour illustrer tout ça, je vous ai mis une petite vidéo. Je sais pas, j'ai le son ? J'ai pas le son. Vous voyez que la membrane, elle a claqué. Et donc, là, c'est pas très grave, hein, c'est une ligne d'eau, donc on perd de l'eau. Par contre, si ça avait été du produit, on aurait perdu du produit dans la zone. Voilà. La deuxième problématique liée à ces vannes à membrane, je vous ai pris une photo d'une ligne de production qu'on est en train de construire. Donc, la zone est encore en chantier. La deuxième problématique, c'est le nombre. On a énormément de vannes à membrane à entretenir. Donc, chaque loupiote, en fait, hein, c'est un indicateur de position. Il y en a une cinquantaine sur la slide. La même photo vue du dessus, pareil, une cinquantaine de vannes. Donc on peut imaginer que le nombre d'équipements à entretenir peut être un problème pour un service maintenance. Et enfin, dernière problématique, comme on travaille dans des zones à atmosphère contrôlée, le personnel, lui, doit s'habiller en conséquence. Donc il faut mettre à peu près, donc ils prennent 15 minutes environ pour s'habiller. Il faut compter aussi le nettoyage des outils. Le temps de l'intervention, on évite à 1h, 1h20, ce qui généralement a tendance à nous forcer à repousser des lots, ce qui a un impact non négligeable sur la productivité. Donc pour récapituler, hein, les problématiques qu'on rencontre par rapport à ces équipements, déjà c'est le nombre. L'accessibilité à ces équipements, une fois que la panne est déclarée, à cause de la zone à atmosphère contrôlée. Le risque de contamination qui, lui, est inhérent à la manipulation, hein. On n'est jamais à l'abri d'une contamination de par le personnel. Et j'en ai rajouté un quatrième qui est le coût lié à la maintenance systématique. Je rebondis un peu sur ce que vous disiez. Comme je viens de le présenter, il nous arrive de devoir remplacer des membranes qui ont cédé sans le voir arriver. Donc là, le remplacement de la membrane, évidemment, est justifié. Par contre, de par notre système de maintenance systématique, régulièrement, on remplace des membranes qui auraient pu tenir un temps certain encore. Et donc là, on aborde une problématique de gaspillage, hein. Donc du coup, le gros problème, c'est que tant qu'on n'a pas démonté la vanne, on ne sait pas à quoi ressemble la membrane en dessous. Mis à part si on constate une fuite interne au système ou une fuite externe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Déjà, nous avons reconsidéré un peu l'équipement, hein.
Donc on a une partie physique en inox qui permet de piloter la vanne, et puis on a un indicateur de position qui nous permet de dire à l'automate « je suis ouvert, je suis fermé ». Très bien. Et il se trouve que l'indicateur de position embarque aussi pour son propre fonctionnement un diagramme de commutation. Donc l'automate qui voit l'indicateur de position, le diagramme de commutation, c'est pas un grand intérêt pour lui. Lui, ce qu'il attend, c'est de savoir si la vanne elle est ouverte ou elle est fermée. Par contre, l'indicateur de position, pour calculer son ouverture et sa fermeture, lui, il va utiliser un relevé de potentiométrie qui lui est interne et qui représente en fait la totalité de sa course, de 0 à 100%. Donc l'idée, ça a été de détourner un peu ce système qui n'était utilisé pour le moment que par l'automate, pour aller, d'une certaine manière, convertir l'indicateur de position en IoT, et d'utiliser ses propres valeurs pour essayer de voir si on est capable de dire ma membrane, elle est tassée ou elle n'est pas tassée en fonction de la potentiométrie qui est remontée dans le système. Alors évidemment, on l'a pas fait comme ça de but en blanc. Tout ça est arrivé avec une nouvelle implémentation d'une nouvelle architecture IO-Link dont parlait mon collègue avant. Donc qu'est-ce que l'IO-Link? C'est un système de communication point à point qui a l'avantage d'être standardisé. C'est-à-dire qu'importe le fournisseur, ou presque qu'importe le fournisseur, tous les équipements sont compatibles. Donc c'est un système traditionnel où on va retrouver un SCADA, une couche automate. Derrière, on va retrouver un système maître-esclave. Le maître étant le maître IO-Link qu'on voit ici. Les esclaves étant tous les devices qui lui sont rattachés. L'avantage, c'est que d'un côté, on utilise cette architecture pour piloter notre production, comme on le faisait avant avec des automates traditionnels. Mais là, la nouveauté, c'est qu'on peut utiliser les mêmes canaux pour aller discuter avec les systèmes esclaves, donc les devices, qu'ils soient capteurs ou indicateurs de position ou que sais-je, tout ce qui est rattaché au master, aller discuter directement avec eux sans passer par l'automate. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour nos indicateurs de position. Donc, pour tester l'hypothèse, on a monté une plateforme de test. Donc, l'idée, c'était de mettre sous eau une plateforme d'essai avec une vanne. On a cadencé ça, pas à l'infini, mais on a fait des cycles réguliers d'ouverture et de fermeture des vannes pour voir jusqu'où on pouvait aller dans l'usure de la membrane. Tout ça a été relié à l'architecture IO-Link qu'on a mis en test, avec une base de données derrière. Nous, chez Octa Pharma, nous avons monté à façon les deux outils qui sont ici, donc les outils d'analyse et de dashboarding. Et donc tout ça a été fait sous Python et sous Flux, qui est un langage de base de données. Tout ça pour dire la maintenance, c'est pas que la clé à molette, quoi. Une petite photo quand même de la plateforme de test. Donc on s'est mis quand même dans des conditions représentatives de nos procédés, puisque cadencer un élastomère à 10 000 ou 20 000 coups par jour et le cadencer de façon représentative à 20 coups par jour, ça n'a pas le même impact non plus sur l'élastomère. Et donc, ce qu'on en a extrait, c'est ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vous présente un cycle d'ouverture-fermeture. Le pic étant la fermeture de la vanne. Donc on a laissé au repos la membrane et on a remarqué que la potentiométrie variait de façon, dans les premiers essais, je dirais, on ne voyait pas grand-chose au début. Et au fur et à mesure du cadençage de cette vanne, on a remarqué qu'on observait une sorte de phénomène de rodage qui était lié à l'apparition d'un dernier plateau plus ou moins variable en fonction de l'état de la membrane. Donc sur environ 7000 coups, c'est le temps qu'a duré notre test. On est sur 1 an et 2 semaines quand même. C'est un test au long cours. Donc voilà les données qu'on a extraites en première intention. Et donc ce qu'on a vu apparaître ou ce qu'on pense voir apparaître, c'est justement une phase de rodage, une phase de maturité de la membrane, donc qui est caractérisée elle par une sorte de long fleuve tranquille, et ensuite une dérive terminale sur les derniers cycles, jusqu'à arriver à cet endroit-là. Voilà. Donc on n'a pas arrêté le test à la fuite, donc on a constaté une fuite interne à un moment donné dans la phase de vieillesse, telle qu'on l'a détectée.
Et pour information, je vous mets ici la limite du systématique. Donc nous, ici, en suivant notre plan de maintenance systématique, on aurait changé nos membranes ici. Donc l'intervalle de temps entre la fuite constatée interne et la limite du systématique, on est à peu près sur 3 mois d'utilisation, ce qui est quand même pas négligeable. Donc au fur et à mesure des tests et des observations qu'on en faisait, on s'est dit, étonnamment, on voit apparaître des modulations dans les signaux intermédiaires, tout ce qui se trouve au milieu. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas en tirer aussi quelque chose? Donc on a créé un algorithme de détection des plateaux et des pics. On a caractérisé l'ensemble des paliers par cycle pour voir si ça avait quelque chose à nous dire. Et donc ces valeurs-là, on les a post-traitées de façon relativement simple. C'est-à-dire pour chaque cycle de production, on a comptabilisé l'amplitude, le nombre et l'amplitude de chacun des plateaux. On a tiré dedans une polynomiale et une régression linéaire pour voir à la fois les dynamiques et essayer de capturer les événements qui se produisaient dans les paliers intermédiaires. Et voilà ce que ça a donné sur la même échelle de temps pour la même vanne. Ça nous a donné un truc comme ça, quoi. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit à nouveau un signal un peu barbouillé au début, ce que nous on interprète comme étant un rodage, une longue phase de maturité, et puis une phase de vieillesse qui, à l'inverse, s'inverse par rapport au signal précédent. Ce qui n'est pas sans rappeler d'une certaine manière la loi de Weibull. Voilà, pour information, je vous remets la limite du systématique. Donc, à la fin de nos tests, on s'est dit que si ce test est viable, s'il est reproductible, si statistiquement on retrouve les mêmes signaux partout, on se dit que, et ce sera la conclusion de ce chapitre-là, il est peut-être possible de remettre en cause le plan de maintenance systématique chez Octapharma, en tout cas pour ces équipements-là. D'autant plus que le matériel est déjà équipé. Toutes nos vannes sont déjà équipées d'indicateurs de position et il n'y a aucun besoin de modifier ou de changer la façon de produire, ce qui est un grand avantage en pharma. Donc nos perspectives. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Nos perspectives, ça va être de calculer un RUL, donc un Remaining Useful Life, qui soit précis et transposable pour l'ensemble de nos vannes. Donc l'idée, on a fait des premiers tests, donc avec Ayoub, en partenariat avec la faculté. On a fait des premiers tests relativement simples qui nous permettent, par le biais d'un algorithme qui a été créé à Fasson, de récupérer la phase de vieillesse des membranes, ce qu'on estime être la phase de vieillesse des membranes, dès la détection, et puis de calculer en nombre de cycles restants combien de temps va encore vivre nos membranes. Donc là, sur ce schéma-là, ce que nous, on avait fait, on avait mis comme condition l'apparition de valeurs extrêmes qui sont caractérisées à la normalisation par des points sur l'échelle du 1. C'est pour ça que l'algorithme nous a mis un pointillé jaune ici. Donc ça correspond avec l'apparition de la fuite interne. Mais évidemment, il y a d'autres défaillances encore à aller chercher comme ça. Donc c'est une piste qu'on est en train de creuser. Et nos autres perspectives, alors j'en ai parlé avant, évidemment, c'est déjà d'obtenir des signaux reproductibles. Donc on va étendre cette étude à un certain nombre de vannes pour vérifier déjà que les signaux qu'on a reçus sont conformes. On va aussi simuler un certain nombre de choses, comme le comportement de nos vannes dans des conditions différentielles, c'est-à-dire à d'autres pressions, d'autres températures, d'autres couples de serrage. Tout ça pour établir derrière des horizons de RUL précis que l'on puisse exploiter dans nos lignes de production. Et enfin, intégrer cette démarche dans le système qualité. Ça va être une autre histoire, puisque pour ce faire, on va devoir prouver que cette méthode-là est plus fiable que la méthode actuelle, qui est la maintenance systématique, qui n'est pas parfaite, mais qui nous permet d'avoir notre équipement sous contrôle. Voilà. Voilà qui conclut ma présentation. Merci pour votre attention et si vous avez des questions.
Merci beaucoup et bravo pour le timing. Des questions ? Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous avez fait merci pour la présentation, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez fait un retour sur investissement potentiel? Parce que là, il y a une vision très technique, technologique, mais est-ce que les gains financiers, donc entre la perte d'exploitation, le coût des membranes, le coût de la main-d'œuvre, etc., est estimé et votre technologie, donc si elle permet la détection, est-ce que l'investissement que vous mettez, c'est-à-dire le temps, la thèse, les démonstrateurs, etc., est-ce qu'il y a un retour sur investissement qui est mesuré, mesurable et qui a été fait? Alors pour l'instant, je vais devoir vous décevoir, non. On n'a pas encore fait d'études de retour sur investissement pour la simple et bonne raison que l'hypothèse qui est que ce qu'on développe est plus efficace que ce qu'on fait actuellement n'est pas encore vérifiée. Tout simplement. Effectivement, en interne, on a des chiffres de ce que nous coûte la maintenance corrective versus le systématique, ça, il n'y a pas de problème. Quand on aura pu établir que le système qu'on est en train de développer sera plus efficace et à quelle échelle, effectivement, on pourra faire une étude de retour sur investissement. Et il y a peut-être une démarche un peu à l'envers, c'est de dire qu'est-ce qu'il faudrait gagner comme temps entre deux réparations, peut-être ? Oui. Ça peut être un critère aussi de l'étude. Vous avez raison. Une autre difficulté, c'est que il y a quand même un aspect confidentialité. Donc, effectivement, ce sont des choses qui seront faites en interne. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les partager aussi facilement. En pourcentage ? Bonjour. Alors, ça rejoint un peu la question précédente. Est-ce que toutes les vannes fonctionnent au même rythme? Alors non. Oui. Toutes les vannes ne fonctionnent pas au même rythme puisque nous avons un procédé qui est évolutif. C'est-à-dire on va traiter d'une certaine manière dans une partie, on va traiter d'une autre manière dans une autre partie, etc., etc. Toutefois, on ne retrouvera jamais de cadençage, hormis la répartition, donc qui est l'étape de mise sous forme pharmaceutique, qui est notre étape terminale. On ne retrouvera pas de cadençage extrême sur nos lignes de production. Il faut comprendre qu'on traite un produit qui est biologique, donc on doit éviter les températures extrêmes, les pressions extrêmes, tout un tas de choses. D'accord, merci. Et du coup, quand vous dites maintenance systématique, c'est un arrêt production tous les combien ? Alors nous, on s'arrête tous les ans. Ouais. Tous les ans, on fait un petit arrêt technique, on fait un gros arrêt technique l'année qui suit. Donc nos arrêts techniques, on inclut aussi toutes les phases de projet, donc on ne fait pas que de la maintenance. D'accord. Et ceci n'exclut pas le fait de devoir maintenir des équipements hors arrêt technique. Ok. Merci. Alors, une autre question ? Oui, Ayoub ? Bonjour, je suis le responsable maintenant chez Octa Pharma. Juste pour vous donner une petite réponse sur le côté économique et responsabilité, le travail que fait Florent est un vrai pari qu'on a fait sur l'avenir. Donc déjà, on est convaincu que sur la partie RSE, il y a une part importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remplace les membranes de vannes tous les 3 ans, de façon quasiment systématique. Et on peut estimer un gain à peu près de 30% là-dessus. C'était une première partie. Ça évite aussi d'avoir beaucoup de déchets. On travaille avec des matières plastiques et ce genre de choses. Et pareil, Florian a parlé de la partie qualité et de la partie économique, mais aussi il y a la partie RSE qui nous intéresse. Donc ça, c'était un des points. Donc c'était un vrai pari sur cette partie-là. On a aussi des maintenances. Il a parlé de l'arrêt technique qui se fait tous les ans. Un gros arrêt technique la première année, du moins le contraire. La première année, un petit arrêt technique et un gros la deuxième année. Il y a aussi un aspect, on essaye de faire de la maintenance pendant la production. Mais par contre, on ne peut pas se permettre d'arrêter toutes les installations. Si vous pouvez arrêter pour une vanne, vous en avez pour un quart d'heure. Si vous faites toutes les vannes, ça va être un peu plus compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être une maintenance plus raisonnée, puis de se dire on arrête peut-être la production une demi-heure entre deux lots et on fait quelques vannes qui sont importantes. Donc cette partie-là nous intéresse beaucoup. Et là, j'attends beaucoup de la partie RUL que Florent va développer. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie où on va pouvoir se dire ok, on a encore 2 ou 3 lots où on va pouvoir produire. Et là, on intervient. Tout le monde va être préparé et on va le faire de façon vraiment ciblée. Juste une petite indication sur le volumétrique du projet sur lequel
Florent a travaillé, enfin il travaille, l'investissement actuel, c'est 2500 vannes de ce genre-là. Imaginez l'intérêt de maîtriser quand même les potentielles fuites de ce produit, enfin de ce process, en sachant que je dirais une approche économique, je ne sais pas si on en parle, c'est la perte économique de l'eau due à des fuites, voire pas obligatoirement de perte de produits, mais aussi de contamination potentielle, en sachant que vous avez la perte directe, peut-être un lot qui est perdu, mais il y a aussi tout le temps que les gens passent à traiter les non-conformités liées à toutes ces fuites ou potentielles fuites ou suspicions de problématiques. Ça, c'est une première remarque, je dirais, mais la deuxième remarque, c'est que toute l'approche que Florent est en train de développer, sur lequel on a des résultats probants, peut être appliquée sur des autres devices ou des autres systèmes, puisque les algorithmes et les systèmes technologiques qu'on utilise derrière peuvent s'appliquer sur d'autres équipements ou simples ou complexes pour avoir une meilleure visibilité sur la maintenabilité de ces équipements, qu'ils soient complexes ou simples d'ailleurs. Okay. Bon, alors on connaît les contraintes de l'industrie pharmaceutique, et pour aller dans le même sens, quelle est la conséquence d'une défaillance sur un lot et comment est-ce que le contrôle qualité détecte qu'il y a un problème de non-conformité? Alors, les problématiques sont quand même assez multiples. Généralement, on raisonne quand même par analyse de risque, ce qui fait que notre procédé est quand même maîtrisé. Donc quand je parle de contamination, normalement notre procédé est suffisamment éprouvé pour permettre de rectifier le tir. Pour vous donner le worst case, par exemple, ce serait une contamination non détectée. Le médicament sortirait de notre site de production, déjà distribué en hôpital ou pour des patients à risque, et qu'on nous fasse rappeler le lot. Ou alors qu'un patient puisse prendre le médicament alors que la non-conformité a été constatée. Voilà, ça c'est notre worst case. Oui, parce que les contraintes chez vous sont encore plus importantes, puisque il ne faut pas que le produit quitte l'usine et soit intercepté bien avant. D'autres questions? Ben parfait, pour le timing. T'as vu Jean-Yves, Bravo. On peut l'applaudir, je crois. Merci.